Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis et bon dimanche à vous tous. Alors ce matin, on va remplir notre cabas du marché de plein d'inventions incroyables. Et oui, figurez-vous qu'on parle souvent de produits alimentaires, on parle pas souvent des ustensiles dans le sens le plus large, de tout ce qui est utilisé autour de la cuisine et des produits alimentaires pour les transformer, puisque au cours de l'histoire de l'alimentation, la transformation des aliments a occupé une grande place. Et ce matin, on s'adresse à un auteur spécialiste de ce sujet. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, j'ai avec moi aujourd'hui un génie gourmand. C'est comme ça, non pas qu'il se nomme, mais c'est comme ça que s'appelle son livre, Le génie gourmand. Le génie gourmand. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. Bruno Fulini, alors vous êtes un personnage assez étonnant, on va dire dans le paysage politique français, puisque vous êtes un haut fonctionnaire. C'est-à-dire que vous êtes au service de nos politiciens, au sens le plus large. De la République, voilà. Vous êtes dédié à l'usage de la République. Et en même temps, vous êtes un auteur extrêmement prolixe, puisque vous avez publié combien d'ouvrages, Bruno ? 30 livres. À peu près. 30 livres. Et vous n'êtes pas vieux, en plus. De plus en plus, quand même. Chaque jour un peu plus. Voilà, dans la fleur de l'âge, 30 livres, c'est déjà une belle bibliothèque. Parce que, est-ce que c'est votre métier d'être écrivain avant tout ? J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire, et puis aussi j'ai toujours cherché la petite bête, c'est-à-dire fouiller un peu, autrefois dans les tiroirs de mes grands-parents, aujourd'hui dans les archives de toutes sortes d'institutions, et je vous assure que quand on commence à chercher, on trouve des trésors, on trouve des choses extraordinaires, et c'est ce qui m'a mis sur la piste de ces inventeurs, puisque figurez-vous qu'il existe en France une institution publique qui s'appelle l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'INPI, mais oui. Et l'INPI, en fait, conserve les originaux des brevets déposés en France depuis la Révolution française. Il y a eu une loi en 1791 qui a créé le brevet d'invention avec un directoire des brevets auprès duquel on pouvait déposer tous ces traits de génie, d'où le titre du livre. C'est pas moi le génie, ce sont c'est cette intelligence, exactement, cette intelligence des Français, de tous ces inventeurs, certains très célèbres, d'autres complètement oubliés. C'est très touchant parce qu'il y a plein d'artisans, des boulangers, des pâtissiers, des bouchers, des confiseurs qui ont eu des idées et qui les ont fixées sur le papier, souvent qui ont fait des dessins parfois magnifiques pour expliquer leur invention et pour préserver leurs droits, bien sûr, sur ces inventions. Et tout cela, ce sont au total 8 millions de documents, des brevets, des marques de fabrique aussi que l'INPI collecte. Et voilà, je me suis jeté dans ce corpus-là qui est incroyable, qui est assez négligé des historiens. C'est plutôt des avocats qui font des recherches d'antériorité de marque. C'est vrai que les historiens ne pensent pas forcément à regarder ces documents-là. Or, ils sont extraordinaires. L'année dernière, j'avais publié un premier livre, Le génie humain, sur les brevets un petit peu dans toutes les disciplines, les premiers engins volants, les premiers deux roues, les premières automobiles. Mais évidemment, en France, il y a beaucoup de brevets qui ont trait à la bouffe, la bonne bouffe ou la bouffe industrielle. Il y a un petit peu de tout, il y en a pour tous les goûts. Mais un très grand nombre de brevets sur tout ce qui peut permettre de préparer, conserver, transformer les aliments, voire de créer des aliments nouveaux. D'autant que vous avez un pied, comme vous le disiez, dans la République. Vous êtes encore un rédacteur assidu de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut des gens pour écrire, pour compiler tous ces textes et les mettre en forme. Et puis, vous êtes un gourmand. Vous n'êtes pas obsédé comme je le suis, mais vous êtes en tout cas intéressé au premier chef, à la gastronomie, à tout ce qui se consomme. Et du coup, au cours de votre œuvre, je dirais, c'est ponctué de livres qui ont trait effectivement à l'alimentation. Moi, je veux citer par exemple, parce que vous connaissez pour ça, Gourmand mémorable, qui est une sorte de biographie des plus grands mangeurs ou des plus grandes mangeuses de notre histoire. Notre histoire n'est pas seulement la nôtre d'ailleurs, du monde. Ça remonte à l'Antiquité, du monde. Et alors, un livre que j'adore chez vous, c'est Les gastronomes de l'extrême, où vous avez été fouillé un petit peu dans
en définitive dans les menus de bord et les découvertes des explorateurs. C'est ça, tous les récits de grands voyageurs en fait fourmillent de repas, de recettes. Alors forcément un peu bizarre quand vous êtes sur une île lointaine ou au fin fond de la jungle ou que vous êtes le premier à entrer en territoire tibétain. Ben évidemment il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Et lorsque vous rencontrez en particulier les populations locales, évidemment c'est très mal vu de refuser. Bien sûr, jusqu'aux anthropophages. Bien sûr, c'est ça bien le problème. Effectivement. Et donc dans les gastronomes de l'extrême, je m'étais amusé à rassembler des récits, c'est une anthologie, des récits de ces voyageurs du 18e, 19e, 20e siècle qui ont été confrontés à des expériences culinaires étonnantes, parfois concluantes, parfois un petit peu difficiles, il faut bien le dire. Les plus effroyables étant, contrairement à ce qu'on peut croire, celles du Grand Nord. Ah oui, oui. Il y a des récits de Paul-Émile Victor, par exemple, confronté aux habitudes alimentaires des Inuits, qu'on appelle encore Esquimaux à son époque, ou aussi les premiers voyageurs qui entrent en contact avec les Lapons sont un tout petit peu surpris quand même par exemple, vous savez, ces viandes qu'on laisse faisander des mois sur des tas de pierres. C'est encore un Finlande, à mon avis, le plat le plus repoussant qui est le requin pourri. Et ça, je dois dire que j'ai goûté pas mal de choses dans le monde, mais alors ça, là, je crois on dépasse les bornes. Là. Donc, je peux comprendre que dans le Grand Nord, parfois, c'est difficile à supporter. Mais revenons à votre génie gourmand, Bruno Foligny. Alors, toute cette liste, cet inventaire incroyable du génie des créateurs et des inventeurs en matière de produits alimentaires, à mon avis, elle est... je dirais très sous-tendu par le besoin de progresser et notamment dans la conservation des aliments avant de les traiter. Pour moi, le grand génie, ça a été Nicolas Appert avec la pertisation. Vous en pensez quoi, vous ? Bien sûr. Donc Nicolas Appert, c'est l'homme qui a déposé le brevet de la boîte de conserve en 1823, il y a un petit peu plus de 2 siècles. C'est tard quand même dans l'histoire de l'humanité. C'est récent. À l'échelle de l'histoire humaine, c'est extrêmement récent, mais c'est une révolution, vous avez raison. Ça a tout changé. À partir du moment où on peut conserver durablement des aliments périssables, évidemment, ça change complètement la donne, non seulement pour la conservation, mais pour la diffusion des aliments. Et à partir du moment où on a la boîte de conserve, on va pouvoir manger des aliments très très loin de leur lieu de production. Tout à fait. Alors Nicolas Appert, il faut le dire, est aussi un bienfaiteur, un philanthrope, c'est-à-dire que la loi révolutionnaire créant le brevet d'invention comportait un article qui autorisait et autorise toujours d'ailleurs à faire don de son invention à l'humanité. Et donc il en a fait don et il est mort dans la misère, le pauvre homme, alors que derrière lui, d'autres industriels, voilà, je pense par exemple à Arsène Sopiquet, voilà un nom bien connu. Tiens, oui, ça on le connaît celui-là. Arsène Sopiquet s'est emparé de l'invention quelques générations plus tard, et alors lui, il a inventé, vous savez, la petite clé qui permet d'ouvrir si facilement la boîte de conserve, car celle de Nicolas Appert est une boîte de conserve un peu cuirassée, en quelque sorte, pas très facile à utiliser, en tout cas à l'échelle d'un ménage, d'une famille, alors que Sopiquet, Arsène de son prénom, va démocratiser la chose, va du coup diffuser ses sardines en particulier à une très très grande ampleur. Avec la petite languette qu'on tourne grâce à cette clé. Et puis autre innovation d'Arsène Sopiquet, il comprend que la boîte de conserve, bon, bien sûr, c'est un outil pour conserver, mais c'est aussi un support. Et avant même que le mot marketing n'existe, il va orner ce support. Comme c'est un support métallique, il peut avoir une certaine brillance. Et donc il va faire des boîtes extrêmement belles avec des labels du style sardines des lords, sardines des diplomates. Bref, on a l'impression de déjeuner à Buckingham Palace alors qu'en fait on ouvre une boîte de sardines Sopiquet. Et vous n'avez pas fait la sardine des députés, non, vous l'avez pas créée celle-là, non, elle n'est pas venue. Après les lords et les diplomates. Mais il y a une sardine du progrès qui existe, qui a été déposée à l'INPI. Alors peut-être que la grande invention, en tout cas en matière de conservation après l'appertisation ou la stérilisation en fait des aliments, c'est peut-être le froid. C'est-à-dire l'arrivée du réfrigérateur et notamment domestique. Alors la réfrigération, c'est le brevet Carré qui a changé également beaucoup de choses. Alors bien sûr dans la sphère domestique, mais pensons aussi au commerce. Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir les chambres froides. Les chambres froides et les bateaux frigos qui permettent de transporter du poisson ou, vous savez,
le débat actuel sur le Mercosur n'est pas tout à fait neuf. Déjà au 19e siècle, évidemment, les éleveurs français s'inquiètent de l'arrivée de la viande argentine, des carcasses entières dans des bateaux frigo. Ça, c'est possible à partir du moment où on maîtrise les techniques de la réfrigération. C'est-à-dire que même si on tient, et j'y tiens, aux traditions en gastronomie, en fait, nos traditions sont assez récentes parce que un certain nombre d'inventions ont complètement réinventé toute la chaîne culinaire et gastronomique. Et au fond, les aliments, même les plus traditionnels dont nous pouvons nous délecter, eh bien, sont préparés, conservés, diffusés d'une manière qui n'a plus rien à voir avec ce qui avait lieu au XVIIe ou au XVIIIe siècle, par exemple. Je suppose qu'au moment des naissances, au moment des inventions, la population a peur de la nouveauté, comme on peut avoir peur aujourd'hui du micro-ondes ou comme on a eu peur de la congélation. Oui, ou comme, vous savez, les Français ont eu peur des pommes de terre. Ah oui, alors là... Voilà, Parmentier a sauvé bien des vies, mais effectivement, c'est une innovation qui n'est pas très bien passée au début. Ce tubercule qu'on arrachait du fin fond de la terre, qui venait d'un autre continent, était hautement suspect, voire un petit peu diabolique. Donc les ustensiles, c'est comme les aliments, il faut le temps de les digérer dans notre société. Exactement. Restez avec moi, Bruno Fulini, on va progresser dans la lecture de votre livre Le génie gourmand pour aller peut-être vers du plus anecdotique, du plus extraordinaire dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, avec Bruno Fulini ce matin en studio pour la sortie de son livre Le génie gourmand, en collaboration avec l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, industrielle, qui conserve en fait tous les brevets depuis la naissance de cet institut. Depuis 1791, première loi qui crée le brevet d'invention, tous les brevets déposés sont conservés alors par une institution qui s'appelle maintenant effectivement l'INPI, qui a porté des noms différents dans l'histoire, mais c'est le même fonds d'archives. Ce sont 8 millions de documents, soit des brevets, soit des marques de fabrique. Alors, ce qui est intéressant, vous dites 1791, autrement dit, dès la Révolution française, on a donc... une révolution, je dirais, nationale, la République naît, et en même temps, je veux dire, les brevets, c'est-à-dire la possibilité de protéger sur le plan industriel, c'est la révolution industrielle naissante. Exactement, et les deux font corps en quelque sorte, c'est-à-dire que les révolutionnaires français, les législateurs, puisque nous parlions d'Assemblée nationale, les législateurs considèrent, c'est écrit dans la loi de 1791, comme un droit de l'homme de pouvoir déposer et protéger ses inventions. Et donc il y a l'idée à la fois de protéger les droits et donc la propriété de l'inventeur, mais pour que la société et la collectivité en profitent. Donc le brevet est public, simplement si vous l'utilisez, si vous l'exploitez, vous payez une redevance aux déposants. C'est aussi simple que ça, mais c'est génial, ça change tout. Parce qu'avant la Révolution, tout reposait sur l'arbitraire royal. C'est-à-dire que vous pouviez inventer tout ce que vous vouliez, vous en étiez dépossédé très facilement, et seul pouvait l'exploiter dans le cadre d'un monopole la personne qui obtenait une patente royale. Mais la patente n'était pas forcément décernée à l'inventeur. Eh bien sûr que non. Il y avait sûrement des privilèges qui étaient réservés à certains grands de ce royaume. Et là, tout un chacun, en définitive, peut faire œuvre de génie civil. Et aujourd'hui encore, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, français ou étranger, peut déposer ses inventions auprès de l'INPI. Alors maintenant, un étranger peut le faire en France. Bien sûr, et un Français peut le faire à l'étranger, parce que vous êtes protégé dans le ressort de l'organisme qui collecte les brevets. Donc il faut faire attention quand vous inventez quelque chose, il ne faut pas le déposer uniquement dans un pays, parce que sinon vous risquez de vous faire voler au-delà des frontières. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi ça m'est arrivé au cours de ma vie de déposer des marques peut-être, ou effectivement des process. On ne se prémunit pas assez contre les attaques de l'étranger. Alors ça coûte cher de déposer à l'étranger. Ça a un coût forcément. Ça a un coût, donc il faut bien le calculer au moment où on se dit qu'on veut diffuser un produit ou une marque, savoir si on aura intérêt à élargir à l'Europe ou à d'autres pays du monde. Bruno Fulini, venons-en à votre livre Le génie gourmand, qui est vraiment une somme d'astuces et de génie, comme ça porte son nom, c'est-à-dire vraiment d'intelligence
intelligence en matière d'ingénierie. Moi, j'ai été fasciné quand j'étais gosse, et je pense que vous, c'est pareil, par à la fois tous ces battleurs devant les grands magasins qui vous vendaient des objets souvent inutiles, mais avec une telle verve qu'on finissait par les acheter. Et puis, plus sérieusement, le fameux concours Lépine, qui est une mine de trésors de cet ordre. Si vous voulez, depuis la fin du XVIIIe siècle, vous avez toutes sortes de bricoleurs de génie, ou aussi de praticiens, des cuisiniers, des gens qui sont aux prises avec toutes sortes de corvées répétitives dans les différents métiers de bouche, et qui imaginent l'ustensile qui va tout changer. Exactement. Alors, des fois, c'est très ambitieux. Par exemple, il y a un extraordinaire ensemble qui s'appelle le factotum limonadier cuisinier. C'est un gros engin qui vous permet de préparer tout un repas avec un seul foyer. C'est-à-dire qu'on cuit à la fois les entrées, la volaille, on fait chauffer le café, etc. avec un seul feu, donc une grande économie d'énergie. On vient de réinventer le air fryer qu'ils ont maintenant dans tous les grands magasins. Un mini four à tout faire en quelque sorte. Voilà. Et puis après, il y a des ustensiles beaucoup plus anecdotiques, mais qui sont franchement réjouissants et qui souvent aussi, moi, m'intéressent en tant qu'historien parce que ils reflètent le contexte d'une époque. Ouais. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, il y a un monsieur Coquet, c'est son nom, qui fait la guerre de 1870-71. Alors, comme tout troufion, évidemment, et c'est très désagréable, pense-t-il, de transporter des couverts. Ça peut vous blesser, c'est pas pratique dans une poche. Bon. Et donc, il invente les couverts Coquet, auxquels il donne son nom, mais c'est un jeu de mots parce qu'ils sont dans une coque. Ce sont des petits couverts qui se replient à l'intérieur d'une coque ovale qui, elle, ne peut pas vous blesser. Et bien, en fait, il a inventé le couvert de camping. Dans un contexte plus guerrier, il y a un siècle et demi, et il met au point ce qui est vraiment l'ancêtre de tous ces petits couverts tellement pratiques qu'on emporte lorsqu'on va pique-niquer. Donc ça, c'est... pendant 1889, c'est la grande exposition universelle. À Paris, le clou de l'exposition, c'est la Tour Eiffel. Eh bien, il y a un monsieur Chaubert qui invente le moulin Chaubert. Alors, c'est juste un moulin à poivre qui a la forme de la Tour Eiffel. Oui. Et donc, vous avez une petite Tour Eiffel qui est posée sur votre table. C'est très décoratif. C'est tout à fait, évidemment, dans l'air du temps en 1889. Et si vous tournez le sommet de la tour, eh bien, vous avez du poivre qui tombe génial, dans votre assiette. J'adore l'idée. Ça, c'est super. Aujourd'hui, on pourrait plus le faire, vu que les droits d'image de la Tour Eiffel se monnaient, et cher, d'ailleurs. Oui, mais c'était déjà le cas à l'époque. Eiffel avait été déjà passé par là. Oui, tout à fait. Eiffel avait... il y a également des brevets Eiffel, évidemment, à l'INPI, bien sûr. C'est un sacré homme d'affaires, Eiffel. On l'oublie, un génie. Redoutable. Et puis alors, dans les ustensiles bizarres et rigolos, moi, mon préféré, mais... Il se trouve que je porte la barbe et la moustache, donc évidemment, comme vous, je suis un petit peu jugé parti, mais quand même. Vous avez parlé de la tasse à chocolat, non? Non, mieux que ça. La cuillère de Gustav Schick, qui est donc l'inventeur, qu'on suppose lui aussi moustachu et sans doute barbu. Et donc, c'est un amateur de soupe, mais évidemment, la soupe, quand on a une moustache abondante, c'est un peu salissant, c'est pas très propre, c'est pas formidable devant les dames, etc. Et donc, il invente une cuillère avec un petit couvercle qui se rabat. C'est-à-dire que vous puisez la soupe, et puis lorsque la cuillère approche de la moustache, il y a un petit couvercle qui la recouvre pour que vous puissiez l'introduire dans le gosier sans vous salir. Mais excusez-moi Bruno, mais alors là, je vous prends au mot, il m'avait semblé apercevoir ça dès le 18e, 17e pour avaler des potions trop amères où effectivement on couvrait la cuillère, on avait juste le bout du bec. C'est possible, il y a eu des sortes de seringues aussi, des choses comme cela. Ça c'est moyen. Le clistère buccal. Très sympa, effectivement. Et alors, toutes ces inventions, est-ce qu'il y a trace de leur commercialisation dans les registres de l'INPI? Alors, dans les registres, non. Dans les registres, on dépose le brevet, on dépose la marque. Mais parfois, il y a des publicités qui y sont adjointes ou vous avez fait des recherches dans ce sens? Lorsque vous déposez une marque, pas un brevet, mais lorsque vous déposez une marque, vous déposez également toute la typographie, les visuels, l'univers graphique, quoi. Ce qu'on appellerait aujourd'hui le logo. Le terme est totalement anachronique. Et donc vous avez comme ça des gros registres avec en pleine page des centaines et des centaines de marques, de dessins, de logos, des choses vraiment très réjouissantes. En particulier à partir du moment où on réussit à imprimer en couleur, vous voyez, à la fin du 19e siècle, souvent avec un peu de brillance ou un petit peu d'encre dorée, etc. On a des choses absolument magnifiques pour magnifier toutes sortes
sortes de pâtés, de saucisses, de fromages, de tous les produits de la terre, et encore plus tout ce qui est dessert, sucreries, douceurs, dont nos grands-parents évidemment étaient très friands, peut-être plus que nous encore. Votre évocation, elle est très empreinte d'une certaine nostalgie. Ça sent quand même le 19e siècle, c'est-à-dire la révolution industrielle et espèce de possibilité de tout un chacun dans son petit atelier ou dans son garage ou simplement dans sa cuisine d'inventer des objets. Après, j'imagine que plus on avance dans l'époque et dès qu'on passe au 20e siècle, ça devient des process plus industriels de recherche et des laboratoires qui vont déposer des brevets. Oui, et puis les brevets sont moins beaux aussi parce que petit à petit les choses se formalisent et ce sont des formulaires à peu près tous identiques avec des dessins de type dessin industriel. Donc on n'a plus ce côté un petit peu artiste, un petit peu fou du 19e siècle. Après, on a parfois des inventeurs très modestes qui vont devenir de grands industriels. Je pense par exemple à un petit boulanger de Nanterre qui avait eu l'idée de recuire ses invendus. Donc les pains invendus, il les débitait en tranches et il les cuisait pour qu'ils soient croustillants. Ce monsieur s'appelait Eudebert et il a il a le brevet de la biscotte. Et c'est lui, il a breveté à la fois le nom de biscotte et le procédé. Je rappelle que c'est biscotti, ça veut dire deux fois cuit. Cuit deux fois, voilà, exactement. Les Italiens le savent bien. Exactement. Et du coup, il a créé à Nanterre, donc en partant de sa petite boulangerie un peu miteuse, il a créé une énorme industrie qui a employé plus de 1000 personnes et effectivement un véritable empire qui s'est développé jusqu'à la fin des années 50. Incroyable. Et ça, je veux dire, c'est vraiment là, c'est pour autant, c'est la marque du XXe siècle. Oui, et sans le brevet, au fond, il n'était sans doute pas le seul boulanger à cuire ses invendus pour en faire quelque chose, soit pour les croquer lui-même, ou les tartiner le matin, soit pour les proposer à sa clientèle. Mais lui, son vrai trait de génie, c'est d'avoir breveté la chose, d'avoir considéré que c'était en soi une invention. Parce qu'il n'était peut-être pas le seul à griller son pain quand même, ou à le recuire. Que beaucoup de boulangers faisaient ça, mais lui, l'a breveté, a fait de son nom une marque et à partir de là a bâti un véritable empire industriel grâce à des droits qu'il avait acquis en déposant un brevet. Donc vous voyez, on peut quand même faire fortune avec du pain rassis, c'est quand même un encouragement pour tous. Oui, dans une période d'anti-gaspi comme la nôtre. Restez avec nous, on va découvrir encore d'autres merveilles dans ce livre Le génie gourmand de Bruno Fulini. On se retrouve tout de suite après ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Le génie gourmand, c'est ce qui nous occupe ce matin en compagnie de l'auteur de ce livre, Le génie gourmand, Bruno Fulini, qui est avec nous pour parler un peu de l'ingéniosité, en définitive, des inventeurs français en matière d'alimentation et de produits alimentaires et également de cuisine. Mais Bruno Fulini, la cuisine, c'est devenu difficile aujourd'hui parce qu'on n'a pas le droit à l'INPI de déposer une recette. Enfin, on n'a pas le droit. On pourrait le faire, mais ça n'a pas de sens. Alors de toute façon, c'est refusé parce que il y a quand même un examen. Aujourd'hui, si vous envoyez à l'INPI simplement la liste des ingrédients et le temps de cuisson, ça ne sera pas pris comme brevet. Il faut qu'il y ait un process. C'est ça. Il faut inventer soit un objet, un instrument, soit un procédé nouveau qui change tout, ce qu'ont su faire certains grands chefs. C'était plus souple dans le passé et donc on trouve parfois de véritables recettes. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Et ça m'a amusé aussi de retrouver ces recettes et de les publier. Oui, parce qu'elles étaient oubliées et franchement certaines font plutôt saliver. Alors on a un grand chef inventeur, en tout cas de recettes, et pas seulement dans notre histoire, début du XXe siècle, Auguste Escoffier, qui a laissé son nom d'ailleurs à des recettes, et à une école, et à des procédés, comme vous le disiez. Qu'est-ce qu'il a créé, Auguste Escoffier? Escoffier, c'est vraiment un homme qui est un innovateur dans l'âme. Il a profondément rénové même la cuisine elle-même, l'art du menu. Enfin, il a beaucoup écrit. Et alors, dans les archives de l'INPI, on trouve d'abord de lui, à ses débuts, une machine sympathique, qui d'ailleurs a été rééditée récemment. Oui. C'est une machine à tourner les légumes et les fruits, c'est-à-dire à les peler, en fait. Ah, le truc pour peler les pommes... avec une petite manivelle, on pique une pomme dessus et pour tourner la manivelle, en fait. Et il y a une petite lame qui tourne, et c'est très intelligemment fait, et de façon très élégante et sans fatigue, parce qu'évidemment, dans les cuisines, c'est franchement la tâche pénible de peler les
patates et les oui, fruits. c'est pas très marrant. C'est pas très marrant. Eh bien, avec cette machine, on pouvait peler rapidement des fruits. Donc, c'est Auguste Escoffier c'est qui fou, ça. l'a déposé. Et non seulement il a décrit l'appareil, mais il l'a dessiné et le dessin est vraiment très très beau. Et puis, il a déposé aussi des préparations alimentaires. Alors, Escoffier en particulier, pendant toute une période de sa vie, était assez travaillé par l'idée de rapprocher les saveurs fruitées et les saveurs lactées. Et il a déposé un brevet extraordinaire pour une double crème parfumée aux fruits, je cite, que les gourmets apprécieront à leur table comme entremets sucré dont le parfum est savoureux et suave. Ça, c'est en 1893. Ils vendent bien sa sauce, comme on Et dit. il faut savoir que sur cette voie-là, l'année suivante, en hommage à la célèbre cantatrice Nelly Melba, il a l'idée de rapprocher comme cela une crème glacée d'une vanille, pêche, oui. et ça doit devenir la fameuse pêche Melba. C'est lui aussi qui l'a créée. Et dans ses écrits, Escoffier nous engage à ne pas craindre en fait le progrès scientifique et technique. Il écrit par exemple: la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra une science. Donc là, oui, c'est tout le positivisme, le scientisme, l'optimisme très grand de la belle époque où on pense que par la science, eh bien, on va nécessairement progresser, avancer, y compris en matière culinaire et gastronomique. Alors c'est intéressant parce que ça fait, je fais une petite digression, ça fait appel à effectivement à une nouvelle façon de cuisiner, hein, le fait d'approcher les produits lactés des fruits, parce qu'on sait que l'acidité des fruits, elle est très nocive sur la conservation de la crème notamment, elle va la faire tourner, etc. Donc c'est une manière de dire, on maîtrise tellement qu'on peut désormais utiliser des purées de fruits avec des crèmes glacées ou des crèmes non glacées d'ailleurs. Mais oui, ça nous paraît banal, mais c'était un petit exploit, effectivement, un petit exploit à l'époque. Pour pas que ça devienne aigre. Voilà. Alors, Auguste Escoffier, c'est un exemple pour beaucoup des chefs qui émaillent votre livre, parce que en définitive, il décomplexe le cuisinier qui est considéré quand même comme un manuel, et ça en fait une personnalité de la culture gastronomique et qui se permet du coup d'inventer. Pour Escoffier, d'abord, le cuisinier est un artiste. Simplement, c'est un artiste qui ne doit pas se priver de la technologie, qui ne doit pas se priver des outils nouveaux, des moyens nouveaux que lui fournit le génie de ses contemporains. Et donc, à partir de là, ça change bien sûr la façon de faire la cuisine. Mais élargissons un petit peu le propos. Tous ces brevets, toutes ces inventions, elles nous montrent en sens inverse comment la psychologie d'une époque agit sur la cuisine. Nous ne mangeons pas aux mêmes heures et au même rythme que nos ancêtres. Par exemple, les soupes. Pendant très longtemps, la soupe, elle mitonnait très longtemps, pendant des heures, parfois pendant des jours. Au 19e siècle, on se dit que c'est trop long, qu'on n'a pas les moyens, que c'est pas possible. Et avec un inventeur qui est un chimiste qui s'appelle Liebig, on va inventer... un Allemand, j'imagine. Un Allemand. Alors au départ, il a fait ce concentré de viande, qui est une sorte de bouillon hyper concentré, pour sauver la fille d'un ami qui était en villégiature chez lui et qui était tombée gravement malade, qui pouvait plus s'alimenter. Et il lui a sans doute sauvé la vie en l'alimentant avec des petites cuillerées de ce liquide extrêmement concentré. Mais après, ce chimiste a compris qu'il y avait plein d'applications qui se sont développées, et les Français ont considéré que s'ils avaient perdu la guerre de 1870-71, c'est parce que les troupes allemandes, avec le Liebig, préparaient leur soupe en quelques minutes, alors que les troupes françaises perdaient des heures et des heures et des heures à faire la tambouille. Ça. Et parfois même à chercher les légumes et les quelques bêtes qu'ils pouvaient mettre dans la marmite. Exactement. Et à partir de 1871, on a du coup toute une série de brevets pour faire des soupes instantanées, des soupes déshydratées, des concentrés de ceci et de cela, de façon à pouvoir produire des soupes très rapidement. Ça veut dire qu'on a un autre rapport au temps. Ça veut dire que ce soit pour la cuisine ou pour la consommation, le temps du repas, alors au 19e siècle, ça reste encore raisonnable, on n'en est pas encore à ces repas à la va-vite sur le pouce comme on les fait aujourd'hui, mais on sent bien que le rapport au temps, les moyens et la disponibilité qu'on va consacrer à la cuisine évoluent. Et ces brevets sont très intéressants là-dessus. Ils nous montrent la répartition des tâches aussi entre les hommes et les femmes. Ils nous montrent
montre également les ambitions qu'on peut avoir. Est-ce qu'on est capable, avec un seul instrument, de nourrir un grand nombre de personnes, ce qui fait évidemment créer, comment dirais-je, des économies d'échelle et permet de servir des repas chauds à moindre coût. Bref, toutes ces préoccupations sont présentes dans ces brevets. Bruno Fulini, vous êtes un gourmand avant d'être un auteur extrêmement prolixe. Eh bien, ce matin, je vous annonce que nous sommes dans je suppose que vous êtes au courant, nous sommes dans le mois des produits tripiers en France. Oui. Hein, les tripiers qui sont une profession pas en voie d'extinction, mais en tout cas en voie de raréfaction. Et j'ai avec nous le président de la Confédération nationale de la triperie française, Serge Nadeau. Bonjour Serge. Oui, bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes à la fois, je dirais, très actif sur le marché de Rungis, parce que il y a encore un endroit où on peut trouver de la belle triperie, c'est le marché de Rungis. Et puis vous êtes président de cette confédération. Alors je disais, un petit peu en perte de vitesse, combien reste-t-il de tripiers en France aujourd'hui, d'officines spécialisées dans la triperie? Des officines, comme vous dites, spécialisées en produits tripiers, il n'en reste pas énormément. Il reste des tripiers spécialisés qui sont surtout implantés sur les marchés. Des boutiques, boutiques de triperie pure, il n'y en a plus. Bon, après, sur tous les grands marchés parisiens, sur quelques marchés de province, vous trouvez des tripiers détaillants. Après, vous trouvez également des produits tripiers chez tous vos bouchers. Ah, ben bien sûr. En grande distribution, en restauration, etc. etc. La totalité de la production des produits tripiers en France est consommée. Et on est même obligé de passer par l'importation, étant donné que nous sommes gros consommateurs de produits tripiers. Les Français sont gros consommateurs de produits tripiers. Parce qu'ils cuisinent, parce que largement le produit tripier, on va voir ce que c'est les produits tripiers. C'est pas que la tripe, oh là que non. Parce que généralement, c'est des produits quand même qui se cuisinent, qui se préparent. C'est des produits qui demandent un peu de préparation, un peu de savoir-faire. Ça demande un petit peu de temps. Et c'est des produits qui font partie des grandes références de la gastronomie française. On trouve les grands classiques, le foie de veau, la langue de bœuf, la tête de veau, des produits nobles comme le riz de veau. Et tous ces produits sont consommés surtout en bistronomie et en restauration. Oui, surtout quand on sait ce que ça représente comme pourcentage de la bête un riz de veau, enfin les deux, celui de gorge et de cœur, les pommes de riz de veau comme on dit. Eh bien, figurez-vous qu'il faut souvent l'importer, parce qu'on est gros consommateurs, on est très friand des riz de veau, par exemple. C'est un peu l'abat noble, le riz de veau. C'est l'abat noble, oui, tout à fait. C'est l'abat noble et on approche tout doucement des fêtes de fin d'année et donc la demande va commencer à démarrer et de plus en plus forte. Bah oui, et notamment dans la restauration, parce que aujourd'hui, la répartition entre le grand public et les restaurateurs, vous pouvez l'estimer à peu près. Est-ce que le principal des produits tripiers sont traités en restauration ou est-ce que ça va encore dans les foyers ? Une grosse majorité des produits tripiers sont traités en restauration. La restauration, c'est notre vitrine. Un consommateur va manger un produit tripier chez son restaurant, chez le bistrot du coin. Après, il va peut-être avoir envie de dépliquer, de faire la même recette chez lui à la maison. Ça va lui donner des envies, des idées. J'aimerais bien, oui. Moi, ça me cause en tout cas. Restez avec nous, Serge Nadeau. On va se parler un petit peu de ce large panier, ce large éventail de produits tripiers que nous propose le menu français. C'est un petit cocorico, mais ça fait du bien. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours ce matin avec Bruno Fulini, l'auteur du Génie gourmand. On en a parlé en première partie d'émission, mais c'est aussi un gourmand, un gourmet, et notamment de ces produits qu'on appelle les produits tripiers, puisque novembre est le mois des produits tripiers et qu'il faut les aider, les tripiers. C'est pas une profession qui tient le devant de la scène et c'est dommage parce qu'on a un éventail de produits absolument merveilleux. Et ce matin, avec Serge Nadeau, le président de la Confédération nationale de la triperie française, eh bien, on évoque un petit peu ces produits qui sont, vous le disiez juste avant la pub, plus souvent en restauration que dans les foyers, mais c'est peut-être aussi parce que on cuisine de moins en moins, en tout cas dans les jeunes générations, Serge.
C'est sûr que la jeune génération consomme un petit peu moins de produits tripiers, mais surtout est friand de bistronomie. Et donc c'est pour ça un petit peu qu'on cherche à revisiter tous ces produits, à proposer des solutions pour consommer tous ces nouveaux produits. Par exemple, la fosse de veau, on la cuisine en tempura. Il y a un truc qui est sympa, on fait des tatakis de foie de veau, c'est assez surprenant. Des tatakis de foie de veau. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle le foie de veau cuit rosé, quoi, comme on devrait le faire. Snacké avec graines de sésame, sauce soja. C'est super savoureux et c'est surprenant, et des fois on sait même plus comment manger le foie de veau, quoi, mais ça fait beaucoup. Dites-moi, Serge Nadeau, quand on parle de tataki, ça devrait être pratiquement la cuisson naturelle du foie de veau, hein, ce côté un peu rosé dedans. C'est comme pour le rognon, mais je dois dire que ça fait peur à certains d'avoir ce côté légèrement rose, voire même presque cru à cœur. Presque cru à cœur. Vous savez, les Libanais sont friands de fouet d'agneau, ils le mangent presque cru aussi. Ah oui, mais ça c'est le goût libanais. Hein. Ça, moi, je ne sais pas. Hein. On parle de foie d'agneau, certainement. D'ailleurs, élargissons un petit peu le sujet, Serge Nadeau. Les produits tripiers, c'est souvent confondu avec les tripes. Hein, pour ceux qui ne sont pas des amateurs assidus, alors que c'est un très très large éventail d'abord d'animaux, hein, ce sont des races animales très différentes, puisqu'on peut manger évidemment des produits tripiers comme vous le disiez, d'agneau, de veau, de bœuf, ou de vache, et puis on peut élargir même au canard par exemple. Est-ce que le canard fait un cœur de canard ou un gésier, ça fait partie des produits tripiers ou pas vraiment? Ça fait partie de la volaille, mais bon, de toute façon, oui, un cœur de canard, un gésier, ça va être amené aux produits tripiers également. Mais nous spécialistes produits tripiers, on est plutôt on n'est pas sur la volaille. Oui, on est sur le 4 pattes. Ok. Voilà. Dites-moi d'ailleurs, produit tripier, ça veut dire quoi en quelque sorte? Ça veut dire que c'est pas un muscle attaché à un os? Écoutez, le produit tripier, on va dire que toutes les parties de l'animal qui ne sont pas rattachées à la carcasse sont des produits tripiers. Vous parlez de muscles. Dans les produits tripiers, on trouve également l'onglet et la hampe. Et le cœur. Le cœur qui est un muscle aussi. Le cœur est un muscle, mais l'onglet et la hampe, parfois on pense manger un steak, manger un morceau de viande, mais finalement quand on mange de l'onglet de la hampe, c'est un produit tripier. Eh oui, parce qu'il n'est pas rattaché à la carcasse, c'est-à-dire à un os, par des tendons, quoi. Il est flottant, on pourrait dire, hein, dans la cavité abdominale ou thoracique. Ok. Bruno, qu'est-ce que c'est vos produits, vos abats, les abats que vous aimez particulièrement? Déjà, basiquement, la tripe, bien sûr la tripe à la mode de Caen, mais aussi la tripe à la niçoise, qui est pas assez connue, qui est fabuleuse. Ou à la parmesane, c'est merveilleux, les Italiens. Et j'allais le dire, à la florentine. C'est à Florence. Aux oignons, alors. Aux oignons, et puis coupé très, 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 très finement. Ouais. Après, je suis aussi un amateur de lyonnaiserie, et donc le tablier de sapeur, par exemple. Le gras double. Le gras double, tout ça, ça me parle. Le cœur aussi. Alors, aussi bien, effectivement, la bête salade de cœur et foie de volaille, mais bien sûr il y a le prince, c'est le cœur de veau farci, et ça on peut le faire assez facilement chez soi. Faut être patient, faut savoir coudre, hein, mais recoudre, faut être un peu chirurgien, voilà. Mais je vous assure que c'est absolument sublime, délicieux et pas très compliqué. Serge Nadeau, on a parlé des lyonnaiseries, comme disait Bruno Fulini, c'est-à-dire par exemple le gras double. Alors le gras double, c'est une appellation pour une préparation de tripe de bœuf. Ça a une mauvaise presse parce qu'il y a le mot gras double, ça évoque le fait que c'est gras, alors que, il faut le dire, les tripes c'est super maigre et super diététique en plus. Ah, tout à fait, oui. Les tripes, c'est super maigre, super, et en plus c'est plein de protéines. Hein. Et puis la tripe, c'est pas l'intestin, hein, c'est l'estomac en général, non, les estomacs. C'est l'estomac. Ouais. C'est un aliment super intéressant pour trouver une alimentation équilibrée et saine. On trouve dans les tripes, c'est-à-dire dans l'appellation tripe de bœuf, hein, en général, ce qu'on trouverait dans l'andouille et l'andouillette pour le cochon. Hein, c'est à peu près les mêmes morceaux. C'est un peu comparable, oui. Ouais. Et du coup, c'est du muscle à fibre longue, du muscle blanc. Il n'y a pas de sang à l'intérieur, mais c'est du muscle, donc c'est maigre. Hein, moi, je le répète souvent parce que cette appellation gras double, elle fait peur, alors que le tablier de sapeur est beaucoup plus gras que le gras double à la lyonnaise. Mais on peut parler aussi, par exemple, de quelque chose qui a aussi un peu mauvaise presse, mais c'est normal. Je pense que les enfants sont impressionnables et si on leur
avoir fait manger de la cervelle trop tôt, par exemple, ça peut faire peur, d'autant que la cervelle, c'est pratiquement que du gras. Alors là, pour le coup, c'est pas très diététique. La cervelle, c'est un peu plus gras, mais après, bon, il y a tellement d'autres produits, il y a tellement de richesses à travers les produits tripiers. Qu'est-ce que vous aimez, vous, chez vous, qu'est-ce que vous faites fréquemment? Moi, j'aime tout, mais fréquemment, je fais fréquemment un riz de veau et toute la famille se régale. Mais après, une bonne daube avec de la joue de bœuf. La joue de bœuf, mais oui. Voilà aussi un morceau tripier qu'on n'imagine pas, parce que c'est quand même bien un muscle. Hein. Là, pour le coup, il n'y a rien de plus savoureux, de plus moelleux qu'une joue de bœuf. Ou une joue de porc, d'ailleurs. Hein, on peut le dire, parce que le copain cochon, il est pas mal loti aussi en la matière. Une joue de porc, on se régale avec la joue de porc, une joue de porc à la bière. C'est délicieux. Alors, plus difficile à placer un dimanche matin, si les enfants nous écoutent, les rognons blancs, c'est-à-dire au fond les testicules et notamment d'agneau. Hein, c'est plus délicat, hein. C'est un peu plus délicat. Mais c'est très bon, hein, ce rognon blanc. Mais vous savez, vous parliez de promotion des produits tripiers, de vitrine des produits tripiers en restauration. En bistronomie, il y a de plus en plus de chefs qui font ce qu'on appelle, nous, des planches canailles. Donc, j'aime bien l'appellation. Ouais. Pourquoi pas des testicules ou une mamelle poêlée à l'apéritif sur le comptoir. De la tétine, comme on dit, alors. Voilà, de la tétine. Sur le bord du comptoir avec un groupe de copains, ils vont se régaler et en plus, ils vont faire le buzz. Oui, ou de copines, hein, parce qu'il ne faut pas genrer. Hein, les abats, c'est pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Et on a les vins, on a les breuvages qui vont bien avec, en général, avec grande modération. Obligé, hein, bien entendu. Mais rappelons-le, parmi ces morceaux, il y a quand même cet onglet, ce fameux onglet, qui est un morceau à griller simplement. Pas besoin de le cuisiner. Ça se cuisine, ça se snack, ça se poêle, fait comme un steak, ça se poêle, voilà. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller sur son l'étal au marché, sur l'étal du tripier ou du boucher qui laisse une large place. Il faut aller voir son boucher, lui demander des produits tripiers. Vous pouvez également aller sur le site des tripiers de France pour avoir des idées recettes. Il y a plein d'idées recettes, des fiches recettes assez originales sur des produits revisités. Allez-y sur le site Tripiers de France. Et puis depuis 2 ans, on a créé ce qu'on appelle la Brigade des Tripes. Donc on a essayé de référencer environ 500 restaurants en France qui sont passionnés de produits tripiers. La Brigade des Tripes, j'aime bien l'appellation. Il y a un côté martial, hein, et puis un petit peu républicain là encore. Hein, ça fait. On a référencé 500 restaurants qui sont amoureux de la gastronomie et des produits tripiers. Ça nous permet d'avoir une belle vitrine, de mettre en avant ces produits chez nos amis restaurateurs. Et ça fonctionne super bien. Alors, Bruno Fulini, ça donne envie, hein, là, pour le déjeuner du dimanche, d'aller moi, un beau foie de veau à la vénitienne, je suis pas contre. Hein, vous voyez ce que je veux dire, épinards ou aux oignons. Oh, quelle merveille, déglacé avec un vinaigre de framboise. Là, Repas de famille du dimanche midi ou en semaine, vous êtes les bienvenus au Veau qui Tête à Rungis. Ça c'est chez vous, ça, le Veau qui Tête. Voilà. Le Veau qui Tête, c'est chez nous. C'est un restaurant qui est spécialisé en produits tripiers. Bah super. Je vous remercie, hein, Serge Nadeau, parce que il faut emmener les enfants. Voilà, il faut les faire venir aux produits tripiers. C'est un particularisme assez français, hein, d'utiliser vraiment tout cet éventail de produits. Et merci de nous avoir rappelé qu'on était dans le mois des produits tripiers. C'est le moment d'essayer. Il faut passer au-delà de ces réticences, hein, parce que souvent on les a mal éduqués, nos petits. Merci Bruno Fulini d'être venu nous parler du génie gourmand des Français. C'est tout l'objet de cette émission, vous l'avez bien compris. Voilà les amis, si vous étiez occupés pendant cette émission à prendre des notes et que vous n'avez pas eu le temps, vous pourrez l'écouter à nouveau en podcast sur sudradio.fr et même à regarder sur notre chaîne YouTube. Ah oui, ça vaut le coup, hein, parfois. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouverez comme toujours Alexandre Devecchio en toute vérité. Il est l'heure pour moi d'aller me poêler un petit onglet avec quelques échalotes émincées ou même un beau riz de veau. Alors croustillant dehors, bien moelleux à l'intérieur. Voilà, je salive. Allez, bon dimanche à tous. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.